Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de discuter avec vous ce soir de la thématique du surpoids et de l'obésité. Je suis accompagné par Jonathan. Bonsoir Jonathan. Donc Jonathan qui est praticien en hypnose et qui travaille depuis plusieurs années sur la thématique du surpoids et de l'obésité. Le but de cette présentation, dans laquelle vous pouvez interagir facilement, donc vous pouvez poser vos questions sur votre écran et on tentera d'y répondre. Donc le but de cette présentation, c'est de définir une nouvelle approche dans la gestion du surpoids et de l'obésité. Alors pourquoi est-ce qu'on veut définir une approche différente? C'est parce que d'abord, le surpoids et l'obésité, c'est un fléau très important. On estime qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près au moins 20% de la population mondiale qui est dans cette situation. Les données en 2021 indiquent qu'un tiers de la population aux États-Unis, un tiers à peu près en Europe, en Chine et dans les Émirats, est en surpoids ou en obésité, ce qui est absolument considérable. En 2016, on estime qu'en Europe, il y a eu 4,3 millions de personnes qui sont décédées d'affections cardiovasculaires et que dans une évaluation, environ 50% de cette cohorte étaient en rapport avec un surpoids ou une obésité. C'est dire que la question du surpoids est un problème épidémiologique et un problème de santé publique qui est majeur. L'obésité, ça retentit sur tout l'organisme. Il n'y a pas un organe qui profite, si on peut dire, du surpoids ou de l'obésité. Pour vous donner un exemple, il y a un travail qui a montré que lorsqu'on réalise une chirurgie bariatrique c'est le qualificatif de obésité, c'est-à-dire une procédure chirurgicale pour faire perdre du poids aux gens, eh bien, on améliore l'acuité visuelle, c'est-à-dire que le fait de perdre du poids, ça joue y compris sur la microvascularisation rétinienne. Donc ça joue sur tous les organes et par conséquent, de perdre du poids, ça va permettre de vivre mieux, dans de meilleures conditions, on l'espère, plusieurs années de plus. Le diabète est également une question qui est fondamentale. On évalue à l'heure actuelle qu'une personne sur 11 dans le monde est porteur d'un diabète, ce qui est considérable. Et en France, on estime qu'il y a, donc ça représente sur la planète une évaluation de 422 millions de personnes. Et en France, on estime qu'il y a 4 millions de personnes qui sont diabétiques, dont 700 000 qui ne le savent pas ou pas encore, ce qui est également très important, puisque dans le diabète, souvent, il n'y a pas de signes cliniques, et pourtant, le surpoids est un élément majeur, en particulier dans le cas du diabète de type 2. Et puis, une autre problématique qui est concernée par le surpoids et l'obésité, c'est ce qu'on appelle la NASH, c'est les initiales en anglais de Non-Alcoholic Steatohepatitis, en français stéatohépatite non-alcoolique, c'est-à-dire un foie gras qui n'est pas en rapport avec l'ingestion d'alcool, ce qu'on a coutume d'appeler dans certains magazines la maladie du soda. Alors, pourquoi les régimes ne répondent pas aux attentes et pourquoi il faut s'intéresser à d'autres approches? Alors, il y a d'abord, de façon évidente, on peut se dire, si il y a sans cesse de nouvelles propositions sur le plan des régimes, de manger ci, de ne pas manger ça, de rester à jeun, de tourner autour de la table, de boire beaucoup, ainsi de suite, ça veut bien dire qu'il n'y a pas une façon de faire qui permet d'avoir un résultat, puisqu'il y a des nouvelles propositions dans le domaine des régimes régulièrement. Il y a également un travail qui est très perturbant, qui est presque dérangeant, dont je suis surpris que l'écho au niveau des médias a été restreint. C'est une étude qui est récente, qui a été publiée en 2012 par une équipe finlandaise, et ils se sont, dans une revue avec comité de lecture, qui est International Journal of Obesity. Dans cette étude, les auteurs ont pris en considération des jumeaux, mais des vrais jumeaux, c'est-à-dire que des gens qui ont le même bagage génétique. Donc quand on fait ça en médecine, c'est pour exclure les facteurs liés à l'individu. Donc ces auteurs ont considéré plus de 4000 paires de jumeaux et puis ils ont regardé ce qui devenait.
Et la conclusion, qui est sans appel, est que plus le jumeau en question a fait de régime, plus il est gros à la sortie. Il y a un autre travail qui est aussi dérangeant, donc, qui est de Bangalore et collaborateurs, qui a été publié de façon plus récente, donc il y a 4 ans, dans le New England Journal of Medicine, également une revue qui est considérée comme une référence dans le domaine des publications scientifiques. Eh bien, les auteurs ont constaté que plus il y a de régimes et plus il y a d'accidents cardiovasculaires. Alors, on peut se dire pourquoi ? Ben, en fait, c'est parce que sur le plan physiologique, le fait de perdre du poids, ça stresse l'organisme. Alors, la terminologie stress, ce n'est pas celle qu'on entend d'habitude, mais ça veut dire qu'on augmente le stress oxydatif au niveau des cellules. Autrement dit, on accentue, on accélère le vieillissement des cellules. Donc, là encore, plus il y a de régime, plus à la sortie, il y a un effet délétère. Donc, tout ça, ça veut bien dire qu'il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Alors, en ce qui concerne la chirurgie bariatrique, donc je rappelle sommairement que sur le dessin du bas, vous voyez la mise en place d'un anneau qui vient stranguler la jonction entre la partie haute de l'estomac et le tuyau qui va de la bouche à l'estomac, ça s'appelle l'ésophage. Donc cet anneau est connecté à une petite chambre sous-cutanée qu'on peut remplir et augmenter la pression pour stranguler de façon plus importante. Donc l'anneau qui est un peu en perte de vitesse actuellement, les procédés, il y en a beaucoup, mais la sleeve gastrectomie qui est représentée en haut et à droite, qui consiste à amputer à peu près les 2/3 de l'estomac, donc qui est l'intervention la plus réalisée actuellement, et puis le bypass qu'on voit sur la partie gauche de l'estomac où on vient court-circuiter, comme son nom l'indique, on dérive de sorte que les aliments vont se shunter l'estomac, ne transite pas par la cavité gastrique qui est exclue. Bon, je rappelle sur l'indice de masse corporelle, c'est le ratio entre le poids divisé par le carré de la taille. Eh bien, l'obésité se définit à partir d'un IMC de 30 et le surpoids est compris entre 27 et 30. Alors, il faut également, pour expliquer pourquoi ça ne marche pas les régimes et pourquoi dans une stratégie qui se veut innovante de perte de poids, la progressivité est importante. Alors, moi, j'avoue que pendant des années, j'ai entendu des gens qui me disaient bah, « Docteur, j'ai perdu 18 kilos et puis j'en ai repris 25 ». Bon. J'ai entendu régulièrement ce type de discours en me disant bah, « Ils n'ont pas dû faire assez attention ». Je me trompais. Et il faut savoir que donc, il y a un universitaire américain qui s'appelle Brownwell de l'université de Yale qui a décrit de façon imagée l'effet yo-yo. Alors, l'effet yo-yo, c'est une réalité physiologique et c'est très important de bien comprendre ce que ça veut dire parce que ça va expliquer tout le reste de notre présentation et le sens de notre démarche. Alors, on a représenté sur les colonnes vertes l'apport sur une base 100 de façon arbitraire. Sur les colonnes rouges, on a représenté ce que l'organisme absorbait et en jaune, le delta entre ce qu'on apporte et ce qu'on assimile, en sachant qu'on a représenté une ligne bleue, on estime de façon arbitraire les besoins sur la base 50. Alors, il y a 4 phases. Qu'est-ce qui se passe avant le régime? C'est les 3 colonnes qui sont à gauche sur le diagramme. On absorbe 100, bon, on apporte 100 à l'organisme, l'organisme absorbe à peu près 60. Comme on a besoin de 50, eh bien, on est en excès de 10. Résultat, on se retrouve en surpoids ou en obésité. Donc ça, c'est avant le régime. Très bien, on se dit d'accord, moi je vais faire attention, je vais apporter moins. Et au lieu d'apporter 100, je vais apporter 60. Donc je fais extrêmement attention, je suis très vigilant sur ma diététique, et au lieu d'apporter 100 comme avant, je n'apporte plus que 60. Très bien, l'organisme a toujours besoin de 50. Mais comme on absorbe 60% de 60, en fait, l'organisme n'absorbe que 36. Ça veut dire que le delta, à ce moment-là, devient négatif. Donc, on absorbe moins que ce qu'on a besoin. Donc, on perd du poids. C'est la phase initiale du régime. Alors, on est très content, ok, on a perdu du poids, tout ça, ça se passe bien. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, ok,
je vais faire attention toujours, mais je vais un petit peu, je vais être moins vigilant. Et entre-temps, à la fin de ce régime, l'organisme s'est adapté. L'adaptation du corps humain, c'est quelque chose d'époustouflant. On s'en rend compte, hein, la génération actuelle est plus grande. Les constructeurs de sièges d'avion, ils sont obligés de faire des carlingues plus larges et des sièges plus larges parce que le morphotype des individus a augmenté. De façon évidente, les pygmées, ils sont petits pour passer sous les branches. Les Bambara en Afrique, ils ont des grandes jambes pour aller chercher les troupeaux. En clair, l'organisme s'adapte en permanence. Eh bien, ça veut dire que quand on le prive, on diminue les apports, il va réagir en absorbant une fraction plus importante. Et comme on absorbe sur le troisième groupe de colonnes, on absorbe toujours, on apporte 60, l'organisme va absorber non plus 60%, mais 80% de ce qu'on lui apporte. Ça explique que, par exemple, dans les camps de concentration, les gens avaient un apport très réduit, mais ils absorbaient jusqu'à 97% de ce qu'on leur absorbait, ce qui leur évitait pour certains de mourir. Ce n'était pas toujours vrai. Alors, à la fin du régime, comme l'organisme s'est adapté à la privation, il absorbe un pourcentage plus important. Et bien qu'on apporte moins, eh bien, il va quand même absorber 50. Il se trouve que c'est les besoins de l'organisme. Par conséquent, on ne perd plus de poids. Le delta est à 0. Alors, à cette phase-là, on est très content, le poids a bien baissé, on se dit, OK, je réaugmente un petit peu l'apport, je ne vais pas repasser sur la base 100 comme avant, je vais apporter 80. Mais comme l'organisme s'est habitué à absorber une quantité plus importante de ce qu'on lui absorbait, sur la base de 80%, eh bien, paradoxalement, il va absorber 68, soit, par rapport aux besoins de l'organisme qui sont toujours de 50, un delta de 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après le régime, eh bien effectivement, les gens ont fait attention et ils se retrouvent avec un poids qui est supérieur au poids initial. C'est très important de comprendre que l'organisme s'adapte et ça veut dire que quand on fait une démarche de perte de poids, il faut tenir compte de ces considérations physiologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut viser une démarche qui est progressive, qui est harmonieuse, où on se sente bien dans sa peau et qu'on puisse s'inscrire dans la durée. Alors, si on veut réfléchir à la façon de réaliser une démarche de perte de poids différente, eh bien, il y a un cahier des charges. Donc, c'est quoi ce cahier des charges? Eh bien, on propose d'associer 4 volets différents. La diététique, l'exercice physique, ça fait partie intégrante d'une démarche de perte de poids, un procédé bariatrique mini-invasif qui est représenté par le ballon ellipse à l'urion et la prise en considération des causes de surpoids par l'hypnothérapie. Alors, voyons le premier volet, la diététique. Bon, bien entendu, il faut faire attention à ce qu'on ingurgite. Bien entendu, c'est très important d'avoir les conseils d'une diététicienne. Bien entendu, il y a des conseils évidents, par exemple, ne plus aller dans les fast-foods, prendre le temps de s'alimenter, manger dans une assiette de petite taille, éviter de se resservir, éviter l'alcool, c'est des calories déguisées, 7 calories par gramme, par exemple, supprimer l'alcool pendant la semaine, et puis si on est amateur de boissons alcoolisées, les réduire et se limiter au week-end, par exemple. Mais ça veut dire que, personnellement, je pense que la diététique, ça ne doit pas être rébarbatif, ça ne doit pas être dogmatique. Au contraire, ça doit être des conseils généraux, c'est-à-dire que, alors, on ne fait pas une démarche de perte de poids pendant les 16 semaines du ballon, on veut perdre du poids pour les 40 ans qui viennent. Alors, si on doit lire sur son papier, j'ai le droit à 150 grammes de viande blanche, de je ne sais pas combien d'haricots verts, ainsi de suite, ça devient vite rébarbatif et je ne suis pas sûr que ce soit une façon de s'inscrire dans la durée. Donc, la diététique, dans notre esprit, elle doit être ludique, ça doit être un plaisir de s'alimenter, ça c'est une évidence, donc ça ne doit pas être complètement décourageant et rébarbatif, elle doit être équilibrée, et il y a quelque chose qui marche toujours très bien en médecine quand même, ça s'appelle le bon sens, c'est-à-dire équilibré, minimaliste, ce qu'on a envie de manger, mais en faisant quand même des principes généraux. Le deuxième volet, c'est l'exercice physique. Alors,
l'exercice physique, hein, quand on demande aux patients, bah, ok, est-ce que vous faites du sport? Oui, 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 je fais du sport. Oui, oui, enfin avec un petit oui en regardant ses chaussures. Oui, je me suis inscrit dans une salle de sport. D'accord, mais est-ce que vous y êtes allé? Pas encore. Ou bien oui, oui, j'y suis allé 3 fois. Bon. L'exercice physique, là encore, ça doit être ludique. Il faut faire quelque chose qu'on a envie de faire. Là encore, c'est pas pendant les 7 semaines de pause du ballon, c'est pendant les années qui vont venir. Ça doit être progressif. C'est aussi l'occasion, par exemple, dans un couple, de faire des choses ensemble. Donc, progressivement, de façon agréable, de façon ludique, par exemple, de faire des excursions le week-end, hein, c'est acheter une paire de chaussures de tennis, ou bien, par exemple, c'est aussi entre son lieu de travail et son domicile, eh bien, de faire de la marche à pied. La marche à pied, ça a toutes les vertus. C'est une excellente façon de faire de l'exercice physique. Alors, quelquefois, bah, quand on habite trop loin, on peut se dire, bah, je prends un transport en commun, puis je complète à pied. Donc, il faut réfléchir, il faut modifier sa façon d'évoluer dans la vie. Il faut pratiquer de l'exercice physique de façon ludique et régulière. C'est pas la peine non plus d'être absolument, de faire des exploits tous les jours et tout ça. Non, on peut faire 2 fois. Le mieux, c'est 3 fois par semaine, mais le faire toujours avec plaisir. Et puis, le troisième volet, avant d'envisager l'hypnothérapie, c'est le ballon gastrique sans endoscopie, tel que le propose le ballon ellipse allurion. Alors, ce ballon, il est bouleversant comme il est révolutionnaire. Il a nécessité plusieurs années de travail de recherche et développement, et je dois dire qu'il est très impressionnant parce qu'il n'y a pas besoin de chirurgie, a fortiori, il n'y a pas besoin d'endoscopie, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, il n'y a pas besoin d'hospitalisation, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas d'immobilisation. En clair, c'est simple. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que dans le cadre d'un programme où on remet donc la balance connectée que vous voyez sur la partie droite de l'écran, que le patient garde d'ailleurs après l'expulsion du ballon, une montre connectée qui conserve aussi à distance, qui permettent ces deux objets connectés de se faire une idée, bien sûr, du poids, d'accord, et puis de pouvoir suivre par Internet, mais aussi, plus que cela, de donner une évaluation de la masse musculaire, de la masse graisseuse. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il ne faut pas focaliser sur le chiffre, combien je vais perdre. Si on fait de l'exercice physique, on va faire de la masse musculaire qui va compenser en partie la masse graisseuse. Et c'est important, même si le chiffre absolu de perte de poids n'est pas nécessairement spectaculaire, le fait de changer de la masse graisseuse pour de la masse musculaire, ça va clairement dans le bon sens et cette balance et cette montre connectée permettent de l'évaluer. Alors, comment ça se passe le ballon? Sur le cliché du haut, la flèche verte souligne ce ballon qui est de très petite taille. Vous avez une idée avec la pièce de 10 centimes d'euros à côté. En clair, c'est une grosse gélule, c'est une grosse boulette de viande. Ce ballon est complètement rétracté dans une enveloppe et il est connecté à un petit cheveu, c'est le petit raccord qui est en spirale autour, qui va passer par la bouche du patient. Une fois le ballon gonflé, bien vous avez sur la partie droite du cliché en haut, vous avez le ballon qui est gonflé. Donc avec 550 millilitres, ça représente une sphère de 10,5 cm de diamètre. Alors sur les 3 clichés du bas, vous avez la façon de poser le ballon. Donc en bas à gauche, eh bien, la flèche verte souligne qu'on va déposer le ballon connecté à son raccord à la base de la langue du patient. On lui a demandé au préalable de boire un petit peu pour hydrater, et puis on glisse le ballon sur la base de langue, et puis tranquillement, on lui demande d'avaler et d'ingurgiter et de faire des mouvements de mastication accompagnés à l'ingestion d'eau pour faire descendre le ballon au niveau de l'estomac. Sur le cliché du bas, au milieu, donc vous avez donc le ballon est rempli avec donc il y a tout un système avec un petit manomètre, le liquide passe par le petit raccord, il faut compter en à peu près 3 à 4 minutes pleines. La durée totale de la procédure, quand l'opérateur a un petit peu l'habitude, c'est d'une dizaine de minutes. Et puis, une fois que le ballon est rempli, eh bien, on désaccouple le raccord qui est représenté sur le petit trait blanc au niveau de l'ésophage, simplement par traction. Et puis, le ballon est abandonné dans l'estomac. Le ballon rempli, donc qui pèse 600 grammes,
150 millilitres plus l'enveloppe, et donc ce ballon est mobile dans la cavité gastrique, il distend l'estomac, en clair, il fait comme si on avait déjà mangé, ça veut dire que les récepteurs barométriques dans la paroi de l'estomac eh bien, donnent l'impulsion au cerveau en disant bah, l'estomac est rempli, donc ça coupe la sensation de faim. Alors là où ce ballon est incroyable, c'est qu'il y a un système de valves qui, au bout d'environ 16 semaines, cette valve se dissout, le ballon va se vider tout seul, sans intervention extérieure, et le ballon, sur le cliché en bas à droite, va se dégonfler et il va migrer dans les selles et être expulsé par voie naturelle. Alors, très souvent, le patient ne s'en rend même pas compte, ce qui est très bien parce qu'il est persuadé qu'il l'a toujours. Alors, ce ballon, donc, on vérifie par une radioscopie, donc le ballon est bien en place au niveau de l'estomac, et puis de façon très simple, par échographie, on s'assure que le ballon remplit bien la cavité gastrique et qu'il est en bonne position. Alors, le quatrième volet, eh bien, c'est la prise en charge par hypnothérapie. Donc, je reviens sur ce qu'on a dit, la diététique, mais minimaliste et équilibrée, l'exercice physique, progressif et ludique, le procédé mini-invasif, on vient de le voir, le ballon allurion ellipse, et puis maintenant, le quatrième volet, la parole est à Jonathan. Oui, alors juste avant, on a deux questions. Une question de Myriam. Avec quel produit est-ce que tu remplis le ballon? Alors, le ballon est rempli avec un liquide qui est préparé à l'avance, donc c'est 550 millilitres, c'est un sérum qui est bien sûr n'apporte aucune bactérie et qui est rempli. Il y a très peu de manipulation, il n'y a pas le fabricant fournit ce liquide qui est connecté par le raccord, donc il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Très bien. Et une question de Julie. Est-ce qu'il faut faire un bilan chez un naturopathe ou autre avant d'envisager poser le ballon? Bon, après, c'est à chacun de voir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre les enjeux, c'est-à-dire de prendre le temps de s'informer. Il faut que le praticien fournisse au patient et à son entourage. C'est très bien quand il y a un couple qui se présente et que les deux partenaires puissent être informés de façon concomitante et puissent discuter entre eux, leur laisser la possibilité de communiquer par Internet, de répondre aux questions, de prendre le temps de la réflexion, de revoir le praticien, d'en discuter à nouveau. Alors, un naturopathe, pourquoi pas, une consultation avec une personne en charge de la diététique, oui, bien sûr, c'est très pertinent. Ça ne se limite pas à simplement le gastro-entérologue ou le chirurgien digestif ou le praticien en charge de la pause, mais on peut effectivement associer d'autres intervenants, dont un naturopathe. Très bien. Alors moi, je suis venu vous parler un petit peu de mon rôle d'accompagnant dans cette démarche innovante quant à la perte de poids. On trouve que la pratique de l'hypnose s'inscrit très bien de manière complémentaire à tout ce dont vient de parler le docteur. Donc la première chose quand on parle d'hypnose, c'est qu'il faut un petit peu définir l'hypnose. Quand on parle d'hypnose, beaucoup de gens imaginent que c'est le claquement de doigts et puis une personne qui s'endort. Alors la première surprise, c'est que l'hypnose, c'est pour s'endormir, mais c'est aussi pour se réveiller. Donc il y a deux manières de faire de l'hypnose et l'état d'hypnose n'est pas une croyance. C'est-à-dire avec un scanner, on peut observer qu'une personne entre en état d'hypnose, sort de l'état d'hypnose. Et donc dans ma pratique, tous les jours, j'entends des gens qui me disent « Moi, écoutez, je suis venu pour faire plaisir au docteur notamment. En revanche, je ne crois pas trop en l'hypnose, donc je suis venu là, mais bon, bref. » La croyance n'est pas importante et en fait, c'est une personne qui est mal renseignée puisqu'il n'est pas question de croire ou non en l'hypnose. C'est plutôt de croire ou non à ce que ça peut m'apporter. Mais l'état d'hypnose est factuel. Quand on parle d'hypnose, hypnose, c'est le dieu grec du sommeil, et donc ça nous ramène à cette idée d'endormissement. On imagine que quelqu'un qui est en hypnose est quelqu'un qui dort ou qui est vraiment pas loin. Pour beaucoup de gens, c'est même un état inconscient qui ressemble un peu au coma. Alors, il existe plusieurs états d'hypnose différents. En fait, les trans, il y en a tout un tas différentes. Néanmoins, la définition la plus acceptée de l'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Ce que ça veut dire qu'on est toujours conscient quand on est en état d'hypnose, contrairement à ce qu'on imagine. L'hypnose, beaucoup de gens imaginent que c'est quelque chose de très spécial, de très parfois bizarre. En vérité, on fait tous de l'hypnose tous les jours, au moins pour s'endormir le soir et pour se réveiller le matin.
Et pour la plupart des gens, c'est même un peu plus que ça. Par exemple, quand vous êtes au volant de la bagnole et que vous êtes en pilote automatique, vous êtes simplement en état d'hypnose. Ça peut être très léger, plus profond ou très profond jusqu'au coma hypnotique. Tout ça, ce sont des états d'hypnose différents. Alors, pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment ça fonctionne, on va toujours prendre l'image de l'iceberg avec la partie consciente, qui est donc les 10% qui sont visibles et qui on va associer à l'adulte dans notre métaphore. Donc, c'est l'esprit critique, la logique, le contrôle. Tout ça, c'est très important. Dans notre société, on peut peut-être estimer que c'est un peu surestimé. C'est 10% qui sont essentiels, mais ça n'est que 10% en même temps. Et 90% qui sont donc la partie inconsciente qu'on va associer à un petit enfant. Donc on aurait 10% qui seraient très visibles et qui seraient l'adulte, et 90% qui seraient moins visibles et qui seraient le petit enfant. En état ordinaire, entre guillemets, les deux vont se tenir la main. Et donc, le petit enfant et l'adulte, ou la logique et les émotions, pour faire peut-être plus simple, travaillent main dans la main, et finalement, ce n'est pas très important qu'il y ait deux parties. Simplement, cette association prend fin au moment où on s'ennuie, au moment où on s'endort ou au moment où on s'arrête. Et globalement, en fait, les deux parties vont se dissocier. Cette dissociation, c'est une des définitions de l'hypnose, et on parle aussi d'hypnose, vous commencez à le comprendre, dans l'autre sens, quand on se réassocie. Donc, quand je suis en état d'hypnose, eh bien, je suis toujours conscient. La première surprise pour beaucoup de monde, simplement la partie qui contrôle s'éloigne de la partie émotionnelle. Donc, globalement, quand vous regardez un spectacle d'hypnose, par exemple, et que le monsieur a une hallucination, il voit Zidane en face de lui, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux expériences en même temps. D'un côté, le monsieur sait pertinemment qu'il n'y a pas Zidane, qui ne se déplacera pas pour venir le voir. Et de l'autre côté, il le voit avec ses yeux. C'est un petit peu comme si d'un côté, je rêve et de l'autre, je suis toujours éveillé, contrôlant, mais les deux se font de manière simultanée et dissociée. Ok, alors dans le cadre un peu plus précis de la perte de poids et de la pose du ballon avec le docteur Bastide, l'accompagnement par l'hypnose, il va se faire en 4 consultations. Parfois un peu plus. En général, 4 consultations, c'est largement suffisant. La première consultation, on va généralement prendre le temps de découvrir un peu comment ça fonctionne, de créer une relation de confiance qui est très importante pour la pratique de l'hypnose, et puis de parler des objectifs de la personne. Donc c'est un petit peu de l'accompagnement. Et globalement, moi, je ne suis pas toujours sympa, je ne suis pas là pour ça. Et ce que je vais faire, c'est demander, la première question que je pose aux gens, c'est qu'est-ce que vous mettez sur la table en dehors du ballon et des séances d'hypnose. Donc ça rejoint ce que nous expliquait le docteur juste avant, c'est qu'évidemment c'est un ensemble et c'est une approche où peut-être que le plus important c'est effectivement quels sont les efforts que je peux faire, quels sont les changements que je peux apporter dans ma vie. Et puis cette histoire de ballon, ces histoires de séances d'hypnose, c'est surtout un excellent prétexte pour prendre mieux soin de moi, me rééduquer et éventuellement créer une version de moi qui m'arrange un peu plus. Donc, c'est là qu'intervient mon rôle. La première fois, on va prendre beaucoup de temps en général. Et puis les autres fois, je vais mettre mon temps et mon expérience à la disposition des gens en utilisant l'hypnose simplement comme un outil pour accompagner une personne vers son objectif. Dans le cadre de la perte de poids, 9 fois sur 10, on va parler des comportements alimentaires qui ne sont pas en équilibre, notamment les compulsions alimentaires, les addictions. Évidemment, il y a des scénarios un peu différents. Tout à l'heure, le docteur nous a parlé de l'histoire d'absorption, qu'on voit que l'absorption, elle évolue en fonction de l'habitude que prend le corps. Parfois, la problématique se trouve à cet endroit-là. Vous l'avez compris, il y a tout un tas de facteurs différents. De manière générale, c'est toujours au cas par cas et je vais répondre à la demande de la personne. Et puis, peut-être pour une ouverture un peu plus large, évidemment que si on prend beaucoup de recul, on s'aperçoit qu'on peut créer des liens entre les différents sujets et qu'une personne qui souhaite s'amincir a tout intérêt à regarder un petit peu comment elle dort la nuit, puisque si on s'éveille le matin avec beaucoup plus d'énergie, il y a de grandes chances que la question de l'activité physique soit beaucoup plus simple à envisager. Voilà. Je pense que j'ai une question à te poser. Donc, en quoi l'hypnose, l'hypnothérapie permettent de prendre en considération les causes du surpoids? Qu'est-ce que dans l'inconscient qui a fait que on se retrouve dans cette situation? Alors, il y a plein de scénarios différents. Ce que j'aime bien donner comme image, c'est imaginer que l'hypnose, c'est l'outil comme une loupe et ça permet de faire une enquête. Donc, parfois, l'enquête est extrêmement simple. C'est un Cluedo où on sait tout de suite qui a tué qui à quel endroit. Parfois, le suspect est plus difficile à trouver. L'outil de l'hypnose, c'est un outil d'introspection qui est formidable, surtout quand on est accompagné par quelqu'un, et qui permet un petit peu de faire une enquête, d'aller chercher. Parfois, c'est très simple, parfois un peu moins. Le simple fait de prendre conscience des mécanismes, et en général, ça change déjà quelque chose. Et j'ai une autre question. Donc, est-ce qu'on peut le faire par Internet, par visio Internet?
Absolument. Alors, à nouveau, ça va surprendre pas mal de monde. La pratique de l'hypnose est tout à fait possible à travers une caméra, à travers un micro. Ça pose même aucun problème à une condition. C'est la condition de se faire une confiance dans les deux sens. C'est-à-dire que les deux participants doivent se faire confiance. La confiance est quelque chose qui est très subtil. Ça monte, ça descend, c'est jamais gagné. Disons que quand on se fait confiance, la visio, ça pose aucun problème. Si on ne se connaît pas, pour créer une relation de confiance, c'est pas toujours évident en visio. Donc, de manière générale, ce que je recommande, c'est une première fois de créer un contact physique, et par la suite, on peut travailler en visio sans problème. Merci. Alors, on avance donc dans cette proposition à 4 volets. La question que va poser nécessairement tout patient, c'est de dire, OK, très bien, je fais cette démarche, c'est un sacrifice financier, c'est un sacrifice physique, c'est un sacrifice moral quelque part, combien je vais perdre? Cette question, qui est tout à fait naturelle et légitime, elle est incontournable. Alors cette question, elle est évidemment importante, mais c'est pourtant, ça n'est pas la question. D'abord parce que on a vu que ce qui compte, c'est pas la durée de pause, c'est la progressivité de la démarche pour ne pas exposer l'organisme à une reprise de poids. Autrement dit, une perte de poids trop brutale va exposer un effet rebond par l'adaptation de l'organisme. Et puis, c'est facile à comprendre, il vaut mieux perdre 10 kilos en 16 semaines que de perdre 15 kilos et d'en reprendre 5. Parce que dans le deuxième cas, d'abord, on perd confiance en soi, et puis c'est décourageant, et la courbe risque de se relever vers le haut. Donc ce qui compte, c'est pas combien je vais perdre, mais c'est comment je vais les perdre, et surtout comment est-ce que je vais, une fois le ballon évacué, continuer ma perte de poids. Et c'est pour ça que l'hypnothérapie, on prévoit dans le programme Ellipse à Lurion une séance ou plusieurs à distance de l'évacuation du ballon pour accompagner le patient, et on associe un suivi clinique pour éviter aux patients de se retrouver dans une situation de difficulté. Alors, il faut quand même donner des chiffres. OK, combien je vais perdre? Alors, c'est difficile de répondre à un cas particulier parce que c'est facile à comprendre aussi, c'est que la perte de poids, elle est plus importante quand on part de très haut que si on part de plus bas. De plus, si on développe de la masse musculaire, eh bien nécessairement, on va limiter de façon virtuelle la perte de poids. Donc ce qui compte, c'est la façon de perdre du poids, c'est de continuer à perdre du poids après. On peut dire par exemple qu'une fois le ballon évacué, on se fixe comme objectif de dire au patient, OK, on vous propose de continuer avec 250 grammes par semaine, ce n'est pas un exploit, sauf que ça fait 1 kg par mois, et sur les 6 mois qui suivent, ça va faire 6 kg de plus. Alors, pour donner des chiffres, il y a une étude de la Société Allurion qui est multicentrique, qui a été rapportée au Congrès de l'obésité en 2020, donc qui est toute récente, qui a colligé les observations de 509 patients. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on a plus de 90% des patients, ce qui est considérable en bariatrie, qui continuent de maintenir leur poids ou bien qui continuent de perdre. Ça veut dire qu'on peut réellement s'inscrire dans la durée à condition d'un programme, à condition d'une prise en charge globale, à condition de considérer la période après l'évacuation du ballon. Alors, on peut peut-être répondre aux questions qui se posent. Oui, je vais te les poser. Alors, est-ce qu'il arrive que l'évacuation du ballon soit plus compliquée? Une question que nous pose Mylène. Alors, il peut arriver que le ballon se dégonfle spontanément, très bien, et que dans de rares cas, il soit expulsé par voie orale lors d'efforts de vomissement. Moi, ça m'est arrivé une fois. Bon, ça n'a pas beaucoup ému le patient, donc je pense que ça ne pose pas de problème particulier. En revanche, il y a un point important, c'est que pour que l'évacuation se fasse bien par voie naturelle et par voie basse, il faut éviter, et c'est une des contre-indications du ballon sans endoscopie, il faut éviter les interventions chirurgicales importantes préalables qui sont susceptibles de créer des brides ou des adhérences, autrement dit des plicatures sur le circuit intestinal, et on pourrait imaginer à ce moment-là qu'il y ait une impaction du ballon dégonflé. Donc moi je crois que si on exclut les antécédents de chirurgie abdominale compliquée
avant, il n'y a pas de problème pour l'évacuation du ballon. Tu parles principalement du bypass c'est ça, hein? Non, non, je ne parlais pas de la chirurgie Plus généralement. antérieure. Au contraire, la chirurgie, tu soulignes un point important, la chirurgie bariatrique antérieure, c'est une contre-indication absolue à la mise en place d'un ballon, quel qu'il soit, parce qu'il y a déjà un montage chirurgical, il y a des modifications telles de l'anatomie que c'est absolument pas pertinent. Et on imagine facilement que de distendre un segment digestif qui a déjà été rétréci, ça exposerait à des complications. Donc toute chirurgie bariatrique antérieure, c'est non, c'est pas discutable, mais la chirurgie, comme par exemple le fait d'enlever l'utérus, une hystérectomie ou une colectomie compliquée, ou tout ce type d'intervention qui crée des brides et des adhérences, il vaut mieux contre-indiquer la pose du ballon. Très bien. On a Sabrina qui demande si on peut garder le ballon plus de 6 mois. Alors, elle fait allusion à d'autres types de ballons qui sont posés pour des durées de 6 mois ou d'1 an. Le ballon ellipse, lui, va s'éliminer spontanément dans un délai de 16 semaines, plus ou moins quelque chose. Donc, comme il se dégonfle tout seul, il est éliminé, on ne le garde pas, on ne choisit pas. On ne vient pas l'enlever en se disant je vais le garder plus longtemps. Donc, avec le ballon ellipse allurion, non, l'évacuation se fait de façon spontanée. Maintenant, il faut souligner le fait que ce n'est pas tellement la durée de pose du ballon qui est déterminante, c'est la façon de perdre du poids, c'est la façon d'englober la démarche de façon globale et c'est la façon de s'inscrire dans la durée et d'accompagner les processus mentaux tels que le permettent l'hypnothérapie. D'ailleurs, à ce sujet, avec Jonathan, on a rédigé un livre dont vous voyez la couverture, donc qui est publié depuis une semaine et disponible sur différents médias. Ce livre rapporte, donc il est remis bien entendu au patient, il est adressé à son praticien pour pouvoir lui aussi être partie intégrante de la démarche de perte de poids. Et donc le livre résume, donne les guidelines au patient, c'est-à-dire les directives principales, lui permet de comprendre ce qui va se passer, lui permet de prendre conscience de cette démarche globale et d'espérer un meilleur résultat dans la durée. Très bien, je crois que tu as répondu un petit peu à la question, mais je te la repose au cas où. Est-ce qu'il arrive que le ballon s'évacue avant les 16 semaines? Est-ce qu'il est remplacé le cas échéant? Oui, ça peut arriver. Donc d'abord, je pense qu'il intervient dans cette évacuation prématurée le fait que l'acidité gastrique peut agresser la paroi du ballon. Donc moi je pense que c'est important de donner un protecteur gastrique pour diminuer l'acidité, d'abord pour le confort du patient, qui fait quand même une démarche qui est impliquante et donc qui peut engendrer un excès d'acidité. Et donc, dès lors qu'on donne un protecteur gastrique, autrement dit, qu'on réduit la sécrétion gastrique acide, eh bien, je pense qu'il n'y a pas lieu d'envisager de retrait prématuré. Et l'évacuation se fait à 16 semaines, plus ou moins une ou deux. Très bien, tu as parlé un petit peu des contre-indications, mais on a Mohamed qui demande incidence et contre-indications au ballon allurion. Il y a peut-être des choses à rajouter? Alors, les contre-indications, donc, c'est les chirurgies bariatriques antérieures, sans discussion, les chirurgies complexes abdominales, les discussions au cas par cas, et en fonction d'une pathologie intercurrente associée, eh bien, il faut nécessairement prendre un avis collégial, consensuel. Il faut discuter avec le praticien pour la discipline concernée. Par exemple, s'il y a un problème, je ne sais pas, de trouble du rythme ou de problème d'antiagrégants ou un problème cardiovasculaire associé, eh bien, il faut s'appuyer sur l'avis du collègue cardiologue. S'il y a un problème comportemental du patient, eh bien, il faut pas hésiter à prendre l'avis d'un psychiatre. Il faut faire les choses en bonne entente, de façon concertée, de façon consensuelle, de façon pluridisciplinaire. Très bien, Elodie qui nous demande combien de temps dure la séance d'hypnose. Alors mes consultations durent à peu près 1h30, mais la séance d'hypnose à proprement parler, en général, c'est 30 à 40 minutes, en sachant que la première fois, on prend souvent son temps et on ne va pas forcément chercher à atteindre un état d'hypnose profond. Donc la consultation, c'est entre 1h et 1h30, en sachant que la séance d'hypnose à proprement parler, c'est entre 20 et 45 minutes, on va dire. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter une fois que le ballon est posé? Alors, les aliments à éviter, c'est les aliments qui sont trop caloriques. C'est l'alimentation industrielle. Mais d'une façon générale, ballon ou pas ballon. Alors là, je pensais plutôt dans un cadre de est-ce qu'il y a un danger avec certains aliments par rapport à la mécanique des choses? Non, a priori, c'est équilibré. Ce qui fait plaisir aux patients,
en réduisant les portions et en buvant beaucoup. Alors le fait de boire beaucoup, c'est très important. D'abord parce que quand on dit qu'on ne fait pas de régime, il y a quand même deux exceptions à ça. Il y a d'une part le régime méditerranéen ou régime crétois, qui fait partie intégrante désormais du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc dans ce régime crétois, on privilégie les olives, la viande blanche, on exclut les laitages, on boit beaucoup, on favorise les fibres végétales. Là encore, c'est basé sur une approche équilibrée et qui repose sur le bon sens. Et il y a un deuxième régime qui est important, si on peut dire, c'est le régime volumétrique, c'est-à-dire, eh bien, si on a faim, on boit, et on boit beaucoup, ça remplit aussi l'estomac, ça augmente le volume du ballon, en quelque sorte, même si c'est transitoire. Et puis, plus que ça permet de rincer la surface du ballon. Et quelquefois, les patients disent ben, j'ai mauvaise haleine, et c'est dû à ce moment-là au fait qu'en ne buvant pas assez, il y a une pullulation microbienne sur la surface convexe du ballon, et le fait de boire, ça rince le ballon. Donc, boire beaucoup, c'est une nécessité. Un des chapitres du livre s'appelle « Un secret bien gardé, boire plus ». Et puis, il ne faut pas oublier que quand on est, eh bien, le volume, je crois que le pourcentage d'eau du nouveau-né, c'est 70%, et quand on arrive à la fin de sa vie, c'est 40-45%. Ça veut bien dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, le pourcentage d'eau diminue, il faut boire plus. C'est d'autant plus vrai qu'on fait une démarche de perte de poids. C'est encore plus vrai quand on a un ballon gastrique pour le rincer, augmenter son efficacité et augmenter encore la satiété. Très bien. On a Marie-Bénédicte qui nous demande le prix du programme et puis Hélène qui nous demande si le règlement est possible en plusieurs fois. Alors, bien entendu, c'est comme la question, combien je vais perdre, combien je vais payer, naturellement. Alors, le prix du ballon, ça dépend des centres, ça dépend de la prise en charge, du suivi qui est réalisé. Par exemple, dans notre centre, eh bien, on fait une prise en charge à domicile, on fait une prise en charge par visio, on fait une prise en charge par hypnothérapie, on fait une prise en charge mensuelle clinique. Donc, tout dépend de ce qui est proposé dans chaque centre à ses habitudes et sa façon de faire. À Marseille, c'est à peu près 3 000 euros et dans les environs également. Après, ça peut aller à 4 000 euros ou plus dans d'autres villes, dont par exemple Paris. Après, il faut tenir compte du foncier, il faut tenir compte, là encore, de ce qui est proposé dans le cadre de l'accompagnement. Mais c'est sûr que c'est un vrai budget, c'est une vraie démarche. Ça corrobore le fait que quand on choisit de perdre de poids, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de bien comprendre ce que ça signifie, de bien comprendre que c'est un vrai budget et qu'on le fait, c'est pour gagner, c'est pour changer sa vie, c'est pour vivre plusieurs années de plus dans de meilleures conditions. Et à ce moment-là, le prix, qui bien entendu est une considération essentielle, devient quand même une considération secondaire. Sur le deuxième volet de la question, est-ce qu'on peut échelonner le paiement? Oui, bon, ça c'est possible que le règlement est fait initialement, mais le règlement du ballon peut s'échelonner avec c'est une possibilité. Très bien. On a Sabrina qui nous demandait tout à l'heure si on pouvait garder le ballon plus de 6 mois, qui demande s'il y a d'autres types de ballons. Je vois que Sabrina pose beaucoup de questions, Très bien. pose des bonnes questions, elle est très, très active, on la remercie. Donc, elle demande, tu me dis sur le… Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de ballons que le ballon dont on parle aujourd'hui? Oui, alors il y a d'autres types de ballons. Les autres ballons, donc le seul ballon qui se pose sans endoscopie, sans anesthésie générale, le seul qui existe dans le monde, c'est le ballon Ellipse Allurion. Donc, il n'y a pas de concurrence. Après, il y a effectivement d'autres types de ballons. Je crois qu'il y a 8 ballons commercialisés à l'heure actuelle, donc ça veut dire que le développement du ballon, bien que je souligne un point important, c'est que si on regarde la base de brevets monde des ballons, il y a beaucoup de brevets qui sont très récents, ça veut dire que les ballons se développent, le développement technologique des ballons est en pleine expansion, bien que ça soit un procédé qui remonte déjà à plusieurs années. Donc oui, il existe d'autres types de ballons, mais le seul qui n'a pas d'endoscopie, qui s'avale comme ça, c'est le ballon Ellipse Allurion. Très bien. Lélia qui nous demande il m'arrive de sauter des repas, est-ce que le jeûne pose problème pendant le port du ballon? Non, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a même des gens qui préconisent le jeûne pour maigrir. Bon, moi je crois que là aussi, le bon sens, ça marche bien.
s'alimenter de façon régulière, de façon mesurée, d'éviter les excès dans un sens comme dans l'autre, de manger trop ou de ne pas manger du tout. Bon, après, chacun fait comme il ressent, et là encore, ça ne doit pas être rébarbatif. Il faut avoir plaisir à évoluer dans la vie, c'est une règle essentielle. Il faut avoir plaisir à s'alimenter. Si on n'a pas envie de manger, bon, on ne mange pas, c'est pas très grave. Hein. Donc là encore, c'est carte blanche. Hein. Excellent. Alors Lionel qui nous demande, une fois le ballon évacué, est-ce que la faim se réveille? Et pourquoi? Alors, effectivement, c'est une inquiétude qui revient régulièrement dans les consultations. Quand on prend les informations, on se dit, OK, combien je vais perdre, bien sûr, combien ça va me coûter, puis qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. Donc, ces questions sont incontournables, c'est d'excellentes questions qui sont tout à fait légitimes. Qu'est-ce qui se passe après? L'idée de ce programme, c'est de changer la façon dont on regarde la vie, la façon dont on évolue dans la vie, dans la façon dont on considère les choses. Le but est atteint quand on a changé le regard des autres sur soi. Le but est atteint quand on a changé son propre regard sur soi-même et qu'on se dit, bon, ok, j'ai plus envie de reprendre du poids. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je vais faire attention. Et c'est pour ça qu'il y a cette prise en charge mentale, je dirais, hypnothérapeutique, qui est associée et qui, pour nous, est une vraie innovation et qu'on fait de principe et dont on promouvoit cette association et ces 4 volets, comme on a dit. Oui, je me permets d'envoyer tout à l'heure sur le graphique du yo-yo que la restriction fait qu'il y a plus d'absorption par la suite. Donc, il y a une adaptation qui n'est pas toujours dans le sens qui nous arrange. Moi, je te rejoins dans l'idée où la frustration, c'est quelque chose qui crée des envies, et donc il faut faire un petit peu attention. Là où on se frustre, et la notion de est-ce que... évidemment, la contrainte mécanique du ballon, c'est pas une stratégie sur du très long terme. Par contre, c'est une excellente occasion de parler de rééducation. C'est un petit peu le rôle que moi je vais jouer. Donc, si on posait le ballon sans travailler, en imaginant que c'est le ballon qui amincit les gens, effectivement, on serait très inquiet sur le moment où on enlève le ballon, puisque la contrainte, c'est pas une stratégie gagnante sur le long terme. En revanche, la contrainte, c'est un très bel outil qui va permettre de parler de rééducation. Donc, si le travail est fait globalement, on peut s'attendre à une réponse très positive par rapport à ce genre de questionnement. Si on pose le ballon et qu'on donne le pouvoir au ballon, c'est le ballon qui m'amincit. Dans ce cas-là, on peut être un petit peu inquiet par rapport à la réponse. Donc évidemment, ce n'est pas de la magie, ça va dépendre beaucoup de l'engagement de la personne. C'est au cas par cas. De manière générale, nous, on est assez content de cet ensemble qu'on propose. Et je pense, en tout cas c'est mon avis, que quelqu'un qui va bien s'engager dans la démarche et qui va prendre un petit peu partout ce qui l'intéresse, une fois que le ballon disparaît, va garder toutes les bonnes habitudes qu'il a prises sur la route. Je partage ce point de vue. Alors, Myriam pose d'autres questions, j'ai l'impression. Alors, est-il déconseillé de fumer avec un ballon? Est-il déconseillé de fumer? Oui, question de Ambre. Déconseillé de fumer tout court, avec ou sans ballon. Hein. Quand on associe un surpoids, une intoxication tabagique, bon, c'est autant essayer de prendre tout en considération. Là encore, je pense que tu as la réponse avec l'hypnothérapie. Et donc, c'est une bonne occasion d'essayer de se dire, bon, ok, je vais arrêter de fumer. Puis de toute façon, on sait que quand on arrête de fumer, on va prendre du poids. Donc, autant associer les deux dans la mesure du possible. Après, si on veut fumer, on peut continuer de fumer. Hein, chacun fait sa vie. Hein, mais... Oui, je pense que la question, tu as compris, c'était est-il encore plus déconseillé de fumer avec le ballon? Non, il n'y a pas de corrélation directe, sauf que le tabac, ça augmente la sécrétion gastrique acide, donc c'est pas indispensable d'en ajouter. Mais bon, on peut fumer malgré tout, mais on peut pas. Le corps médical ne peut pas dire oui, continuez de fumer, hein, naturellement. Bien sûr. Question technique, Lélia à nouveau, quels sont les moyens de paiement possibles ou disponibles? Alors, il faut le ballon est payé à la commande. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir un paiement échelonné, mais le versement initial, c'est la commande du ballon. Et donc, après, l'encaissement se fait sur un échéancier à déterminer avec le patient. Et les moyens de paiement, c'est règlement bancaire, naturellement. Il y a une autre question qui rejoint, c'est y a-t-il un remboursement partiel par la sécurité sociale? Donc, bien sûr, c'est une question qui est très, très posée. Malheureusement, à ma connaissance, non. On a fait de multiples demandes dans le cadre des sociétés savantes, la Société française d'endoscopie digestive, par exemple, qui a une commission sur la bariatrie.
on a fait des demandes auprès de mutuelles, et la réponse, à ma connaissance, en tout cas à Marseille, ça a toujours été une réponse négative, malheureusement. D'accord. On a une dernière question sur une pose de ballon de 1 an, donc c'est pas le ballon dont on parle aujourd'hui. Quelle est la moyenne de perte de poids, si tu as des éléments à apporter? Alors ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ça dépend à quel niveau on part, ça dépend de l'implication du patient, ça dépend de l'activité physique associée. Moi, je dirais que quand la majorité des gens perdent entre 12 et 15, il y a des gens qui peuvent perdre moins, et c'est pas forcément une catastrophe, si ça s'est fait avec progressivité, si ça s'est fait avec harmonie, si ça s'est fait de façon, non pas un combat, mais si ça s'est fait de façon harmonieuse et positive. Et puis, il y a des gens qui vont perdre plus. Il y a des gens qui vont dépasser 20 kilos. Après, la moyenne, elle se situe donc en fonction de tous ces paramètres différents, hein, motivation, implication de point de départ, développement de l'exercice physique. Voilà, donc c'est difficile. On ne peut pas donner un chiffre précis, mais la fourchette, c'est qu'on perd volontiers entre 12 et 15 kilos. Oui, on peut perdre plus. Après, il y a une autre façon de considérer le problème, c'est que si on veut s'engager pour plus, c'est d'envisager à distance un deuxième ballon. Alors évidemment, c'est un budget supplémentaire, naturellement, mais la société Allurion réfléchit à la mise en place d'un tel programme. Donc, on n'a pas encore tous les éléments de réponse sur ce point précis. Je me permets, moi, est-ce que on a expliqué le fait que le ballon 1 an et le ballon 6 mois, c'était deux technologies différentes. Donc, je te lance sur le fait que, est-ce que le ballon 1 an, c'est 2 fois 6 mois ou est-ce que les cours évoluent différemment? Le ballon 1 an, donc c'est très différent. C'est un ballon qui nécessite une hospitalisation de jour pour la pose, une hospitalisation de jour pour la dépose, une anesthésie générale pour la pose, une anesthésie générale pour la dépose, des constations pré-anesthésie avant. On ne peut pas conduire le jour de la... C'est compliqué, c'est différent. C'est un autre schéma. Le deuxième point, c'est que la perte de poids, ce n'est pas une droite sans fin. Sinon, ça se passerait mal à la sortie. La perte de poids est surtout initiale, et après, la courbe va avoir tendance à s'incurver, de sorte que le delta, quand on est à plus de 4 mois, n'est pas très important et n'est pas déterminant. Donc moi, je considère que si il y a un patient vient, bon, il a un index de masse corporelle au-dessus de 40, la chirurgie a toute sa place. Elle est pertinente. Il faut prendre l'avis d'un collègue chirurgien, d'autant qu'il y a une prise en charge. Il faut conseiller d'aller consulter un collègue. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui vous disent bon, non, je ne veux pas entendre parler de chirurgie, vraiment pas, tout ça. Bon, j'ai entendu dire que voilà, tout ça. Et qui viennent quand même faire une demande pour un ballon. À ce moment-là, on peut se poser la question d'un ballon pour une durée de 1 an, ou éventuellement, si j'anticipe sur le futur, un ballon ellipse Allurion à répétition. Très bien, question de Julie. Est-ce que la pilule contraceptive est déconseillée? Alors, non seulement elle n'est pas déconseillée, elle est même conseillée, hein, parce qu'un des points importants, c'est que quand on fait une démarche de ballon gastrique, il ne faut pas de grossesse pendant la durée de pose du ballon. Donc, les gens sont informés, ils signent un consentement qu'on leur a envoyé par Internet, qu'on leur a remis à disposition, qu'ils ont pu lire, ils ont pu poser les questions, et il est impératif de ne pas envisager de grossesse pour plusieurs raisons. D'abord parce que le ballon nuirait au développement du fœtus. Deuxièmement, déjà on vomit avec la grossesse, on va vomir encore plus avec le ballon. L'évacuation du ballon pourrait poser problème s'il y a une compression des segments digestifs en rapport avec la grossesse. Donc clairement, pas de grossesse lorsqu'on fait une démarche de ballon. De plus, il faut d'abord perdre du poids, si on a le temps pour ça, si on n'est pas, si on est encore assez jeune, c'est perdre du poids. Puis, dans un deuxième temps, envisager une grossesse de façon beaucoup plus sereine, en ayant perdu le poids, en ayant rééquilibré l'organisme. Et à ce moment-là, la grossesse se passera dans de meilleures conditions, le développement du fœtus se passera dans de meilleures conditions. Donc, la contraception orale, elle est tout à fait conseillée, quelle que soit la méthode de contraception. En tout cas, l'information est claire sur ce sujet. Surtout, ne pas arrêter une contraception orale si elle est en cours. Linda nous demande combien de temps entre la prise de rendez-vous et la pose du ballon? Alors, c'est une bonne question aussi. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de s'informer. Il faut prendre le temps de comprendre les tenants et les aboutissants. Il ne faut pas se précipiter. Ça ne doit pas être une démarche compulsive. Oh, j'en ai marre, je ne me sens plus, je vais vite consulter.
De temps en temps, on a ce type de demande. Quand est-ce qu'on peut le faire avant même d'avoir rencontré la personne, on a déjà sur son mail, est-ce qu'on peut le faire la semaine prochaine, ou ainsi de suite. Non. On s'informe, on réfléchit, on en discute au sein de son couple, si on n'est pas célibataire, ou au sein de sa famille. On peut prendre l'avis de son médecin traitant, on prend le temps de la réflexion, on discute par mail, on est là pour répondre aux questions, on le décide sereinement et on l'effectue sereinement. Après, quel est le délai? À l'inverse d'une chirurgie bariatrique, il n'y a pas de bilan bariatrique avec des mesures d'apnée du sommeil, des hospitalisations, ainsi de suite. Il n'y a pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui imposent un délai d'au moins 6 mois entre la prise de contact avec le praticien et la réalisation d'une procédure bariatrique prise en charge dans le cadre de la sécurité sociale. Donc, on n'est pas limité par le délai, mais le bon sens prime, réfléchir, discuter, et puis on le fait tranquillement. Pas de précipitation. Très bien. Question de Baptiste. Existe-t-il un effet mémoire de l'organisme lorsque l'on a déjà réalisé plusieurs régimes? Tu as peut-être un peu répondu déjà. Et est-ce plus difficile de perdre du poids dans ce cas? Et une autre question intégrée, existe-t-il des paliers de poids, comme s'il y aurait des tranches? Bien, Monsieur Baptiste pose beaucoup de questions. Alors, le premier volet de la question, est-ce qu'il y a un effet mémoire de l'organisme? On peut dire indirectement oui, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le fait de multiplier les régimes, ça favorise le stress oxydatif des cellules, ça accélère le vieillissement cellulaire, donc ça accélère le vieillissement de l'organisme. Donc indirectement, il y a un prix à payer quand on fait des régimes et qu'ils échouent. En plus, le fait de perdre confiance en soi, de se démotiver, de se dire bon, allez, je démissionne, je décroche, et ainsi de suite. Bon. Le deuxième volet, est-ce que c'est plus difficile de perdre du poids dans ce cas? Il ne faut pas se dire que ça va être difficile. Il faut partir gagnant, il faut avoir bien réfléchi, avoir bien compris, et puis on va se dire, ok, bien sûr que ce n'est pas facile, bien sûr que c'est une vraie démarche, mais on va y arriver. Et puis le troisième volet, existe-t-il des paliers de poids? Non, la courbe de poids, c'est une courbe, hein, il n'y a pas, à ma connaissance, je répondrai par la négative. Question de Sabrina, mon IMC est de plus de 40 et j'ai vraiment besoin d'un bon coup de pouce pour y arriver. Est-ce que c'est mieux pour moi de faire le ballon de 1 an et quel est le prix du ballon de 1 an? Alors, le ballon de 1 an, il garde sa place pour les IMC élevés, ou alors il faudrait imaginer un programme avec un ou deux ou d'autres ballons ellipse allurion. Donc le ballon avec endoscopie 1 an garde sa place et représente un complément ou un temps préalable à une chirurgie bariatrique. Mais au-delà de 40, et ce n'est pas par hasard que la sécurité sociale en France prend en charge les interventions bariatriques, la chirurgie garde toute sa place parce qu'on arrive à un stade où, eh bien, avant d'avoir eu 40, on a essayé plein de trucs déjà et ça n'a pas marché. Et il faut certainement une durée longue et la chirurgie répond mieux à ce cahier des charges. Donc, le ballon 1 an garde sa place comme alternative ou comme association antérieurement à une chirurgie. Très bien, on va conclure avec une dernière question d'Alexis. La perte de poids est-elle proportionnelle par rapport à son IMC? Tu as déjà répondu, mais tu peux peut-être clarifier. La réponse, c'est oui. Alors, j'ai l'impression qu'on va terminer d'abord en vous remerciant d'avoir participé à cet échange, en rappelant qu'une démarche de perte de poids, c'est avant tout une information, une réflexion, réfléchir au sens de la vie, réfléchir aux choses, réfléchir à la façon dont on évolue dans la vie. Si on fait ce type de démarche, ça doit être pour réussir et dans le cadre d'un programme tel que le propose cette association de diététique minimaliste, d'exercice physique, de processus bariatrique mini-invasif et de prise en charge des conditions mentales par l'hypnothérapie. Voilà, on vous remercie. Jonathan, tu peux dire un mot de conclusion? Oui. Eh ben, merci à tous de votre présence, d'avoir participé. Et puis, peut-être que le docteur est un peu moins disponible que moi. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, s'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Bonne soirée. Voilà. Une excellente soirée à tous.